récemment, vous avez parlé d'une société mentalisée, ce que je trouve super intéressant. Est-ce que vous pensez justement que les gens ont un peu peur de ces psychédéliques parce que justement on doit faire face à un lâcher-prise, à des parties plus inconscientes de notre cerveau ou pas du tout? Ouais. Ah oui, 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 parce que c'est vrai qu'on est dans une société, occidentale qui met le rationnel, donc le mental, c'est vraiment dans le Mhm. sens du rationnel, de ce Ouais. qui se passe dans le cerveau, au top du top. Il faut être des grands intellectuels, bien réfléchir. On a d'ailleurs beaucoup oublié nos corps et même en psychiatrie, hein. Bonjour Caroline, merci beaucoup pour cette interview. Vous êtes psychiatre, conférencière, vous êtes aussi directrice médicale à Epsilon et vous êtes aussi autrice de plusieurs Mmh. livres. Le dernier livre sorti est La promesse des psychédéliques et on vous voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et dans les médias. Donc moi je voulais savoir d'où vous vient vraiment cette envie de rendre accessible à tous la psychiatrie. Alors c'est particulièrement né bonjour d'abord, merci. C'est particulièrement né, pendant le covid. C'est un moment où on a commencé à parler de la santé mentale, ce qui est super, parce que jusque-là, c'était quand même fort dénié, fort minimisé, et avec une grande stigmatisation des problèmes qu'il y a autour de tout ça, mais avec un versant très alarmiste, comme toujours dans les médias, en disant Mhm. «Oh là là, ça va pas, on va mal, tout le monde va mal, les jeunes vont mal». Je trouvais que c'était dommage qu'on n'offre pas plus de pistes de résilience, d'espoir, de pouvoir donner un peu aux gens des stratégies. Mhm. Je me suis dit, bah, ça pourrait être intéressant de donner un petit contrepoids, de parler de la santé mentale, de déstigmatiser, mais aussi de donner de l'espoir, des stratégies, des astuces pour essayer de traverser tout ça. Et dans votre dernier livre, vous parlez de croyances limitantes, de spiritualité. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de spirituel? Ah. Bon, alors j'essaye de pas tout mélanger. Donc, quand je parle, soit en conférence, soit dans mes livres, j'essaie de rester sur le versant scientifique Mhm. parce que je pense que c'est important qu'on puisse malgré tout, bah, ce qu'on croit, qu'on puisse quand même le prouver, l'éprouver, l'approuver scientifiquement, parce que sinon on laisse la Mhm. porte ouverte à quand même beaucoup de choses, et là-dedans il y a le meilleur comme le pire. À titre tout à fait personnel, oui, je suis complètement spirituelle. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout croyante, je Mhm. crois pas en un grand Dieu Ouais. barbu ou en un petit Bouddha ou quoi que ce soit. Mais par contre, la question de la spiritualité, c'est-à-dire la question de se connecter à moi et aux autres, à la Mhm. nature, à l'environnement, d'être dans l'acceptation, dans le lien, dans l'interconnexion, pour moi, c'est ultra important. Et je médite depuis que j'ai 18 ans, j'ai découvert ça à ce moment-là. Donc oui, j'ai un chemin spirituel qui est assez important, mais qui est vraiment à entendre dans le sens d'une recherche de connexion. Et justement, vous parlez de science. Dans votre livre, vous faites le lien entre la science et la spiritualité en disant que ça s'oppose pas forcément. Comment est-ce que vous voyez ça, justement, le lien entre les deux? Mm. La science, c'est génial. C'est vraiment l'idée de dire on prend rien pour acquis, on va essayer de prouver les choses, on va essayer de faire des expérimentations, on va essayer de trouver des lois, et c'est hyper important d'avoir ça. Mais ça a également ses limites parce que bah, nous, en tant qu'êtres humains, on vit des choses qu'on ne sait pas toujours expliquer, qui nous Mhm. dépassent et pour lesquelles bah, la science n'a actuellement, en tout cas, pas d'explication rationnelle. Et ce serait dommage de se dire ah parce qu'il n'y a pas d'explication rationnelle, alors du coup on le met de côté. Mhm. On met de côté des grandes expériences de rencontres avec soi-même, des expériences mystiques, des expériences de dissolution de l'ego qu'on peut avoir Mhm. avec les thérapies psychédéliques, mais qu'on peut aussi avoir en méditant, ou parfois il y a des gens comme ça, ils sont dans le train, ils regardent par la fenêtre et tout à coup ils ont une expérience magique qu'on ne peut pas expliquer. Et je trouve qu'on devrait sortir d'un espèce de réductionnisme, soit on est tout scientifique et donc ce qu'on ne peut pas expliquer on le met à la poubelle, soit on est tout spirituel et alors on est Mhm. éthéré dans les airs et on a besoin d'explications pour rien parce que, je sais pas quoi, moi, Dieu pourvoit. Et du coup, évidemment, ça s'oppose. On est dans une opposition entre Ouais. l'hyper rationnel, l'hyper ancré et l'hyper éthéré où on n'a absolument pas besoin de preuves puisque seule l'expérience suffit. Et je trouve qu'il y a des domaines, comme les psychédéliques, où on voit qu'en fait les deux peuvent eh bien, se rencontrer sans spécialement s'opposer, qu'on peut en même temps parler de neurosciences, neurotransmetteurs, sérotonine, Mhm. mode par défaut, qui sont donc des concepts neuroscientifiques très très ancrés, très très valides, et en même temps dire, mais ça peut ouvrir la porte à des expériences qu'on vit, qu'on expérimente. Donc le phénomène, on l'a, c'est la phénoménologie, mais l'explication, ça reste mystérieux, et so what?
C'est super, en fait, d'avoir aussi une Mhm. part de mystère. Si ça nous aide à avancer et à progresser sur notre chemin, bah, ça a autant de validité. Fermons pas la porte à ça. Et en même temps, pourquoi pas chercher des pistes d'explication. Et puis, bah, si on les a, on les a. Et si on les a pas, c'est pas grave, continuons à chercher et à expérimenter. Et on sait que les psychédéliques ont quand même été longtemps mal perçus dans la société, le politique aussi, avec Nixon, la guerre contre les drogues aux États-Unis, etc. Pourquoi est-ce que maintenant, selon vous, il y a justement une évolution? Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs phénomènes. Ça a été en effet extrêmement longtemps décrié. Et puis, il y a eu une reprise des études dans les années 2000. Donc maintenant, ça fait 25 ans quand même. Parce que d'abord, on a développé les capacités de recherche avec les IRM, avec Mhm. les EEG, les électroencéphalogrammes. Et donc, on a plus de moyens d'aller voir finement ce qui est en train de se passer. Et parce qu'on en a besoin. Moi, je fais le double constat qu'il y a une augmentation, une explosion des problèmes de santé mentale. Mhm. Et donc, explosion des problèmes d'un côté et limite dans les traitements de l'autre, bah, à un moment, ça Mhm. devient une nécessité que de s'ouvrir à de nouvelles thérapeutiques, de nouvelles techniques. Depuis 2015, 2018, aux États-Unis, ça a fort développé, dans la langue anglaise, avec donc beaucoup de littérature Mhm. anglophone sur le sujet. Et ça a pris du retard du côté francophone, bah parce que justement, les Français, ils ont du mal à lire en anglais, et donc ils sont très fermés dans leur petit carcan de pensée, mais qu'il y a eu des livres qui ont été traduits, comme le livre de Michael Pollan, qui a été traduit, je pense, en 2018, qui ont vraiment permis d'ouvrir le discours et de le rendre beaucoup plus rigoureux, et donc beaucoup plus crédible également. Et je pense que maintenant, ce que je sens, c'est qu'on est plus mûr à entendre Mhm. ça, bah parce qu'on en a besoin et parce que les gens en ont besoin et parce que les gens ont besoin d'espoir. Et récemment, vous avez parlé d'une société mentalisée, ce que je trouve super intéressant. Est-ce que vous pensez justement que les gens ont un peu peur de ces psychédéliques parce que bah, justement on doit faire face à un lâcher-prise, à des parties plus inconscientes de notre cerveau ou pas du tout? Ouais. Ah oui, 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 parce que c'est vrai qu'on est dans une société occidentale qui met le rationnel, donc le mental, c'est vraiment dans le Mhm. sens du rationnel, de ce Ouais. qui se passe dans le cerveau, au top du top. Il faut être des grands intellectuels, bien réfléchir. On a d'ailleurs beaucoup oublié nos corps, et même en psychiatrie, hein, la façon dont on mange, la façon dont Mhm. on bouge, la façon dont on se met en contact les uns avec les autres, et alors que c'est hyper important. Et là, c'est vrai que les psychédéliques nous offrent, entre autres, cela, c'est de se déconnecter de son mental. Alors pour les gens contrôle fric comme moi, c'est pas facile, mais néanmoins, Mhm. c'est parce que c'est pas facile que ça devient super utile. C'est génial d'avoir un mental, d'avoir du rationnel, d'avoir un cerveau qui fonctionne, d'avoir un ego, d'avoir tout ça, c'est génial et c'est hyper utile. Mhm. Par contre, on ne peut pas s'enfermer là-dedans parce que si on ne prend que ça devient une prison. Parce que le corps a plein de choses à dire, le corps a une mémoire, il a une intelligence, parce qu'il y a aussi les émotions et les sensations Mhm. qui sont parfois pas rationalisées et qu'on a tendance à mépriser, à laisser de côté. On est vraiment dans une société du mépris de tout ce qui n'est pas mental. Or là, ça fait retour. On n'a pas le choix en fait, on n'a pas le choix que de laisser le corps s'exprimer. Il y a plein de choses qui s'ouvrent, il y a la neuroplasticité qui ouvre une fenêtre, il faut en profiter pour se mettre au travail. Mais plutôt que de faire que un travail psychothérapeutique, parlez-moi de votre mère, je pense que, je sais que, je Mhm. vois que, et d'être de nouveau à fond dans le mental, on dit allez dans la nature, allez toucher les feuilles, danser, chanter, réécouter la musique et laissez-vous porter par la musique, sentez ce qui se passe dans votre Mhm. corps, dessinez. Donc, tous des outils qui ne font pas appel au mental. Et donc, on dit, bah, en fait, l'intégration, c'est 20% de mental et puis 80% du reste. Et on parlait juste avant de méditation. Est-ce que vous pensez qu'avec des années peut-être de pratique de méditation, on peut atteindre le même niveau d'état de modifié de conscience qu'avec les psychédéliques ou c'est quand même deux choses différentes? Bon, alors moi, je ne suis pas du tout une grande méditante qui a fait 10 000 heures de pratique. Ce que les grands méditants disent, c'est qu'ils peuvent atteindre cela. Ils ont des expériences mystiques, ils ont des expériences, vraiment des expériences d'état modifié de conscience extrêmement importants. D'ailleurs, un des grands pionniers des thérapies psychédéliques s'appelle Stan Grof. Il a fait plein d'expériences avec le LSD, et puis quand ça a été interdit, il s'est dit comment est-ce que je vais continuer à pouvoir Mhm. faire des états modifiés de conscience, et il a inventé ce qu'on appelle la respiration holotropique, qui est donc un exercice de respiration très très intense, et qui met dans des états modifiés de conscience qui pour lui se rapprochent de ce qu'on a quand on prend des substances. Donc on voit qu'il y a vraiment moyen d'atteindre des états modifiés de conscience super importants sans prendre de substances, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, euh, bah, ça met beaucoup de temps, ça n'arrive pas pour tout le monde. Moi, j'ai beaucoup médité, j'ai jamais eu d'expérience mystique. Du coup, les psychédéliques là-dedans,
Ça peut pas non plus être trop... C'est comme un raccourci, mais il faut faire attention avec ça. Parce que justement, ce qu'on voit, c'est que c'est les gens qui sont le mieux préparés, qui ont pu méditer, qui ont pu faire des états modifiés de conscience avec des exercices de respiration, par exemple, qui sont beaucoup plus prêts à s'ouvrir à l'expérience quand elle arrive, parce qu'ils sont préparés. Le fait de faire des psychédéliques, si on n'est pas préparé, ce serait comme prendre un hélicoptère et puis arriver au sommet. Mais de là, il faut redescendre, il faut survivre à ça, c'est pas spécialement évident. Alors que si on s'est entraîné, eh bien, on est beaucoup plus capable d'apprécier au fond le bienfait que ça peut amener. Vous avez vous-même fait l'expérience des psychédéliques, alors en tant que contrôle fric, est-ce que c'était pas trop compliqué justement de lâcher prise? Moi, j'ai fait beaucoup d'expériences avant, jamais avec des substances. J'avais plutôt peur des substances, parce que justement, oh là là, ce truc, et moi, qu'est-ce que je vais faire pendant des heures? Et si ça va pas, je veux que ça s'arrête, je veux avoir mon petit trip killer à côté de moi, parce qu'on peut avoir des benzos pour arrêter si un trip est trop difficile, et si je deviens folle, et si. Donc, j'étais quand même pas rassurée, mais en même temps, comme je le dis, j'avais quand même fait des exercices de respiration holotropique. Je m'étais formée à la transe cognitive, qui est un état modifié de conscience qui est proche de l'hypnose. Ce qui fait qu'en même temps, j'avais peur, et en même temps, j'étais très curieuse. Et la curiosité, c'est un super bon défaut quand on parle de thérapie psychédélique, parce que vraiment, on se dit, allez, je vais aller voir, je vais aller voir ce qui se passe. Je m'étais vraiment dit ça. Quoi qu'il arrive, plonge dans l'expérience. Vas-y. Tout est là. J'ai vraiment la profonde conviction que ce genre de médecine apporte ce qu'il faut, quand il le faut, parce qu'il le faut, et parce qu'on est capable de le vivre. Donc, quoi qu'il arrive, c'est ce qui arrive, c'est ce qui est bon pour la personne à ce moment-là. Et forte de cette conviction, je m'étais dit, donc, quoi qu'il t'arrive, plonge dedans. Et j'avais vraiment à un certain moment la sensation de... J'avais un truc qui m'arrive, j'étais ok, plonge. Et j'avais l'impression d'être dans un... Vraiment de sauter d'un plongeoir et d'aller dedans. Et du coup, pas de résistance. Et pas de résistance, en fait, beaucoup moins de conflits intérieurs. Et c'est une très belle leçon pour la vie. On résiste beaucoup à tout, à nos émotions, à nos difficultés, en disant je veux pas, j'ai pas envie que ce soit comme ça, je veux pas. Et on résiste, et on dépense beaucoup d'énergie à ça, alors qu'on pourrait prendre cette énergie, accepter ce qui nous arrive, parce qu'il nous arrive toujours plein de trucs, dont des trucs moches, et accepter ce qui nous arrive et utiliser cette énergie pour le traverser. Parlez un peu de vos réseaux sociaux. Récemment, vous avez fait une série qui s'appelle Bullshit. Ouais, anti-bullshit. Anti-bullshit. C'est si anti-bullshit. Et justement, vous parliez de la phrase « aime-toi d'abord avant d'aimer les autres ». Donc, est-ce que selon vous, on peut vraiment s'aimer seul soi-même, ou alors est-ce que notre estime de soi dépend quand même de la qualité de nos relations? Donc c'était ça le thème de la session anti-bullshit. Il y a toutes ces phrases qu'on nous serine et auxquelles on adhère, qui sont pas fausses, dont « aime-toi d'abord ». Si tu n'arrives pas à rencontrer ton âme sœur, c'est parce que d'abord tu dois t'aimer. Et je trouve, ok, c'est pas faux. Évidemment qu'on doit s'apporter de l'amour. Évidemment que c'est important d'essayer de trouver une façon de se traiter avec bienveillance, même quand on s'aime pas, même quand on n'aime pas son ventre ou ses fesses, même quand on n'aime pas la façon dont on pense. Mais croire, ou faire croire d'abord que c'est possible comme ça, c'est une injonction supplémentaire. Moi, j'en peux plus des injonctions. Enfin, moi, j'en peux plus. Donc, aime-toi d'abord. Bah oui, mais bon, je veux dire, si c'était si facile que ça, je le ferais. Franchement, j'ai pas spécialement envie de me haïr. Et en plus, c'est pas vrai qu'on fait ça tout seul. On est dans un bain social. On est entouré de gens. Et moi, ça me fait du bien. Et je peux pas compter que là-dessus, parce que si je compte que sur l'amour, la reconnaissance de l'autre, ça me remplira jamais tout à fait. C'est comme si l'estime de soi, c'était une cruche à l'intérieur de nous. Quand elle est percée, on peut vous dire mais si, mais t'es bien, mais si, mais t'es bien. On n'y croit pas, ça sort. Et donc on doit travailler à boucher ces petits trous dans sa cruche pour quand même, et soi-même y apporter un peu de mal. Et quand même, t'es pas si mal que ça. Mais évidemment que ce que nous disent les autres vient aussi nous combler. Moi, ça me fait quand même du bien quand mon mari me dit qu'il m'aime et qu'il trouve que je suis formidable. En plus, je trouve que c'est chouette aussi de participer au bonheur les uns des autres. Donc, moi, je suis pas avare non plus en compliments, à dire « Ah, je trouve que c'est super, parce que c'est super ce que tu as fait, c'est chouette, parce que je trouve qu'on peut se nourrir un peu les uns les autres. » Je termine toujours par la même question. Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a inspiré, que ça soit professionnellement ou dans votre vie privée, ou une personnalité qui vous inspire? Ouais, il y en a, oui. Alors, il y a plein de petites phrases comme ça qui me guident. Soit l'exemple de ce que tu veux incarner comme changement dans le monde. Donc, j'arrête de demander aux autres,
je le fais moi-même et puis on verra ce qui se passe. Donc je veux du changement, je vais d'abord commencer à l'incarner moi. J'adore aussi me dire qu'on ne peut pas faire l'économie du chemin. Donc c'est bien d'essayer de prendre des raccourcis, mais en fait on ne peut pas faire l'économie du chemin. Donc marche, avance, tombe, relève-toi, assieds-toi, fais des pauses. Je me dis beaucoup, si tu ne mets pas tes limites, personne ne les mettra à ta place. Je suis un peu people pleaser, j'ai du mal à dire non aux gens. Et si je ne mets pas mes limites, je m'épuise. Et donc je dois apprendre, si tu ne mets pas tes limites, personne ne les mettra à ta place. Donc apprends à dire non gentiment. Merci beaucoup Caroline, c'était un vrai plaisir d'en apprendre plus derrière la personne qui se cache derrière la psychiatre. Merci beaucoup. Avec plaisir.